Bonjour, je suis Thomas Struck, le créateur-réalisateur de Miraculous, et je suis ici à Japan Expo avec toute l'équipe d'écriture de Miraculous. Savoir ici Mathieu Choquet, bonjour. Ici Frédéric Lenoir. Mélanie Duval. Et Sébastien Thibaudot. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Donc je suis avec Adrien. Donc Adrien, comment vas-tu ? Bah écoute Jordan, ça va très bien, on sort de Japan Expo et c'était fort plaisant, j'ai envie de dire. Eh oui, donc encore une année à Japan Expo fort sympathique, mais du coup on a tourné quelque chose à Japan Expo. Alors Adrien est arrivé, en fait ce qu'il faut savoir pour cette émission, c'est qu'Adrien est arrivé avec un concept totalement particulier vis-à-vis de Japan Expo. Il m'a proposé ça et du coup je me suis dit pourquoi pas, mais il va vous expliquer quel était ce concept et pourquoi en fait il l'a proposé. Donc dis-nous tout, qu'est-ce qu'on est allé faire à Japan Expo ? Eh bien il se trouve que cette année à Japan Expo est invité Thomas Struck, donc le réalisateur de la série animée Miraculous Ladybug, qu'on a en France depuis novembre 2015 si je me souviens. Mais quel rapport avec le tokusatsu ? Parce que c'est un dessin animé, explique-nous. Eh bien il se trouve que cette série reprend plusieurs codes du Sentai et du Tokusatsu, du Metal Hero, etc. En plus de se baser sur différentes séries des années 80 et tout ça. Donc je pense aussi que cette série est aussi un message, une lettre d'amour un petit peu au genre. Et je pense que c'était important de partir voir cette personne et de lui poser quelques questions. Voilà. Oui, donc en fait, c'est vrai que moi je connaissais pas du tout la série quand tu m'as parlé de ça, et du coup je me suis mis dedans justement pour préparer l'interview et tout. Et c'est vrai qu'il y a certains codes qu'on retrouve, notamment les séquences de transformation, le fait que le méchant crée des monstres, ce genre de choses, qui sont directement inspirés du Super Sentai. Et au-delà de ça, surtout, c'est une coproduction avec Toei, entre autres. Et du coup, ce qu'on vous propose aussi, c'est au-delà de voir, de se conditionner sur des séries tokusatsu, c'est aussi bien de voir un petit peu comment se crée une série en coproduction. Donc surtout avec des boîtes japonaises, surtout avec la Toei. Donc on espère que ça va vous plaire. C'est un petit peu expérimental. On part un petit peu dans les recherches sur l'héritage un petit peu du genre comme ça. En tout cas, voilà, on espère que ça va vous plaire, même si on ne parle pas vraiment de tokusatsu dans cette émission, qui est un peu au final un spécial été. Donc en tout cas, on vous laisse avec Monsieur Astruc qui vous parle de la série et de sa production. Et comment tu comptes les rapprocher plus qu'ils ne le sont déjà ? En utilisant nos pouvoirs. Quand je suis sorti des Gobelins en 95, ça fait partie des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. C'était les adaptations de dessins animés de Blake et Mortimer et Bob Moran. Et puis ensuite, j'ai continué à faire bosser sur plusieurs séries. Totally Spies, Witch, Code Lyoko, Action Man Atom, puis jusqu'à maintenant Miraculous. Ça doit être le métier le plus difficile de la chaîne de fabrication du dessin animé,
où il y a même les animateurs, les designers. Je pense que vraiment storyboard, c'est la partie la plus difficile, parce que non seulement il faut avoir conscience du travail de tous les autres, et le maîtriser. En gros, ça concentre un petit peu toutes les compétences que tous les autres ont. Il faut savoir faire de l'anime, du décor, il faut être à l'aise avec les personnages, il faut savoir les faire bouger. Donc c'est vraiment extrêmement difficile. Donc après, je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut, si on est plutôt bon, on peut trouver assez facilement du travail, parce que c'est vraiment un poste où il y a toujours beaucoup de demandes. Donc si vous vous sentez à l'aise avec le fait de raconter des histoires et tout ça, je pense que c'est vraiment un poste qui est fait pour vous, quoi. À condition de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Le métier de storyboarder, que ce soit pour la série d'animation ou même le long métrage d'animation, c'est déjà deux choses totalement différentes. Mais alors après, si on part sur le live, c'est encore plus différent. Pour le storyboard de série, en fait, dès le storyboard, quand vous voulez faire des bons storyboards en série, vous avez très peu de temps, il faut faire beaucoup de dessins, et vous n'avez pas le droit de vous planter. C'est-à-dire que ce que vous dessinez, les choix que vous faites, il faut que ce soit les bons du premier coup. Alors qu'en film, souvent c'est un travail qui est fait à plusieurs, on a le temps de tester des choses sur des séquences, on a le temps de peaufiner un petit peu plus le dessin. Donc c'est ce qui fait que je pense que la plupart des storyboarders de série, moi je suis beaucoup plus admiratif du travail des storyboarders de série que des storyboarders de film. Parce qu'il y a ce côté pression et productivité qui est vraiment énorme. Et par rapport au storyboard de film, c'est limite deux métiers opposés. C'est-à-dire que là où par exemple en animation, quand vous storyboardez un plan, vous devez le développer, vous devez créer toutes les actions du personnage, vous déterminez le mouvement de caméra, vous faites tous ces trucs-là. Donc des fois vous pouvez monter jusqu'à 70-80 dessins juste pour un plan. Là où en cinéma, ce qu'on va vous demander, c'est plutôt de arriver à tout résumer en une seule image, qui en plus ne sera pas ce qui sera final, vu qu'en fait, des fois vous ne savez même pas à ce à quoi va ressembler le décor, vous ne savez même pas qui va jouer le personnage, vous ne savez même pas comment le comédien va le jouer. Donc en fait, dans le storyboard de métrage live, il s'agit plus de donner une idée, une vague intention qui va servir au réalisateur après à discuter avec le reste de l'équipe. Là où, en storyboard de série, derrière, il n'y a plus de discussion possible, c'est vous prenez ça et vous exécutez ça. Donc en fait, c'est vraiment deux métiers totalement différents. Ça a pris beaucoup de temps en fait, on a commencé à travailler dessus en 2010. On a travaillé avec Sébastien sur on s'est rencontrés en août 2000. Je pense très peu après. Après ça nous a pris quasiment, on a travaillé dessus combien de temps avec TF1 Jusqu'à pendant 2 ans et demi. 12, 13, ouais, c'est jusqu'en 2013, ouais, puisqu'on a commencé vraiment l'écriture avec les deux chaînes à l'été 2013, si je me rappelle. C'est ça, hein? À peu près ça. Ouais. Donc ça c'est un long développement, il a fallu faire beaucoup de tests aussi au niveau de l'animation. Les gens se posent la question de savoir est-ce qu'on le fait en 2D, est-ce qu'on le fait en 3D. Et au total, je crois que le développement a pris quasiment 3 ans. Ouais. Et avant de rentrer vraiment en production et de pouvoir diffuser en 2015. Mon intention avec Miraculous, c'était plutôt de faire un univers de comics c'était de faire un Marvel à la française en fait. Avec pas mal de héros, un univers partagé et faire tout ça en BD. Mais après, voilà, on a discuté avec le producteur et il a pensé que c'était plus efficace de commencer déjà par une série, faire en sorte que ça fonctionne et ensuite, avec le succès, étendre l'univers, faire des films, faire des comics, etc. Vraiment, on en est qu'au tout début du parcours. Alors, Toei, c'est parce qu'on cherchait en fait c'est à l'époque où on se posait des questions sur la technique qu'on allait utiliser pour fabriquer la série. Et comme en fait c'était une série qu'on empruntait beaucoup au code des Magical Girl, c'est vraiment quelque chose qui était
au confluent du comics, du manga et vraiment de tout ce qui est franco-belge. On a voilà, du coup il y avait plein de pistes possibles et la piste japonaise a été évoquée. Donc, à l'époque, Toei avait fait une OAV de Pretty Cure qui se passait à Paris et qui était assez convaincante dans la représentation qu'on pouvait faire de la ville. Donc on s'est dit, bah voilà, on va essayer de travailler avec eux, on va essayer de travailler avec eux, on va voir s'il y a moyen de créer des passerelles entre la France et le Japon, s'il y a moyen de profiter de leur expérience sur tout ce qui est Magical Girl. Voilà, on a essayé, ça a donné lieu à un petit test d'anime de 3 minutes qui a plu à beaucoup de monde. Mais bon, pour diverses raisons trop longues à expliquer, je pense que voilà, on est plutôt parti sur un truc en 3D. Et du coup, après, on a plutôt travaillé avec Toei, non pas sur l'exécution de la série, mais plutôt sur la conceptualisation de la série, sur tous les petits éléments qu'on pouvait ramener pour que ça sonne plus Magical Girl, etc. C'est comme ça que sont nés les Kwami, par exemple. Ça, c'était une demande de Toei. Enfin voilà, tous ces petits détails-là. Le Sentai, ça s'est imposé petit à petit, c'est le concept qui l'a imposé en fait. À partir du moment où on avait un Uber méchant qui crée des autres sous-méchants, et effectivement après tu regardes comment ça peut être fait ailleurs, et tu essaies de voir comment ça a été fait, comment tu peux t'en écarter. Voilà. Et effectivement le Sentai c'est quelque chose auquel on a tous biberonné, donc voilà, effectivement, le méchant à tête de cassette vidéo, des trucs comme ça, bah forcément, je sais pas, moi ça me parle. Bien sûr. Et donc voilà, c'est effectivement, c'est arrivé ça a été une de nos inspirations. Dans Gamer, il y a des plans qui sont directement tirés de Bioman, c'est-à-dire qu'à un moment le personnage prend son épée et tout, c'est le plan, les mouvements directement tirés de Bioman. Parce qu'on a une façon de fonctionner qui est très différente de la plupart des autres séries. C'est quelque chose qui ne se pratique pas du tout en France, où on a l'habitude de fonctionner avec un scénariste par histoire. Ce qui fait que sur une série où il y a beaucoup d'épisodes, vous pouvez être amené à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de scénaristes. Et du coup, plus il y a de monde qui écrit, plus ça fait des histoires différentes et c'est dur d'avoir une cohérence. Sur Miraculous, on écrit tout à 5. Et c'est pas chacun se prend son épisode. Quand je dis qu'on écrit tous les épisodes à 5, on écrit tous les épisodes à 5. C'est pour ça qu'on peut pas dire tel épisode est écrit par telle personne. Non, on écrit tous collectivement. Et ce côté collectif de l'écriture, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment beaucoup à cœur. Et je vais laisser... et c'est Sébastien qui a eu l'idée de ce fonctionnement, donc je vais lui céder la parole pour qu'il vous explique ça, et il le fera certainement beaucoup mieux que moi. Pour le faire rapidement, en fait, on a commencé à écrire Ladybug avec Thomas il y a longtemps. Enfin, c'est une idée que lui, il avait. Moi, je suis arrivé en cours de route en 2011, donc il y a déjà 7 ans. Et il y a 7 ans, en fait, on a commencé à travailler, c'est vrai que d'une façon un peu classique. C'est-à-dire que quand on écrivait des histoires, on allait chercher des auteurs et les auteurs écrivaient chacun leur scénario. Et ce dont on s'est rendu compte avec Thomas, c'est que nous, on était obligés sans arrêt en fait de revenir sur l'écriture des épisodes pour donner une cohérence mythologique sur les personnages, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si on faisait comme nos amis américains savent le faire depuis très longtemps, c'est-à-dire se mettre tous dans une salle et écrire ensemble les histoires de Ladybug et Chat Noir. Et donc, après la première saison, où j'avais rencontré beaucoup de scénaristes, j'ai repéré ceux qui étaient les plus rigolos d'entre eux et les plus talentueux. Et nous nous sommes dit, en saison 2, on va commencer à se mettre dans une salle et on va tout écrire ensemble tout le temps. Et depuis maintenant, donc ça c'est depuis 2015, ça fait 3 ans en fait, on vit ensemble tout le temps. Et donc Ladybug, c'est à la fois une belle aventure dans les histoires que vous pouvez voir vous à l'écran, mais c'est aussi une belle histoire humaine, c'est une belle aventure humaine qui, je pense, est aussi une des raisons pour lesquelles les gens aiment cette série, c'est-à-dire que c'est une série qui est faite avec le cœur. Voilà. Les 2 plus belles journées de la semaine pour nous, c'est jeudi et vendredi, et c'est tous les jeudis et vendredis qu'on écrit Ladybug, et en général, effectivement, on écrit tout en atelier ensemble, et une fois qu'on a écrit ensemble, l'un d'entre nous, en fait, prend une histoire et va ensuite rédiger, si vous voulez, ce qu'on appelle la version du scénario. Et une fois que ça s'est écrit, eh bien on l'envoie aux chaînes de télé, et les chaînes de télé nous disent ce qu'elles en pensent, et nous on écoute ou pas.
Et à la fin, ça devient un épisode de Ladybug. Fred disait quelque chose de dur. Il y a une chose qui surprend tous les gens, c'est qu'en fait, on arrive dans l'atelier d'écriture sans savoir ce qu'on va écrire. En fait, ça étonne assez les gens, mais on y va très décontracté, parce qu'en fait, on sait à peu près où on va quand on écrit Ladybug, mais où on va dans très loin, si vous voulez. Donc, en fait, on a notre grande boîte de jouets, on a tous nos Playmobil ou nos Lego, hein, selon les écoles, on a nos décors, et puis on arrive dans la salle d'écriture et on se dit, bon alors, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Chloé, elle nous manque un petit peu, et si on faisait un épisode sur Chloé? Là, Thomas nous dit, alors très bien, mais alors mythologiquement, il faudrait profiter de cet épisode pour parler d'un petit bout de la mythologie de Ladybug qui serait par exemple tel point, et donc du coup on essaie de raconter une histoire qu'en fait le personnage, et pas nous malheureusement, nous en fait on est des prête-noms, mais en fait c'est les personnages qui écrivent Ladybug, c'est pas nous. Les gens croient que nous on travaille, mais... On est les médiums qui incarnent les personnages. Ouais, voilà. Le temps de l'écriture des... C'est pour ça qu'ils sont déguisés en fait. C'est parce qu'en fait... On fait du channeling, ils viennent en nous et puis on fait non. C'est ça. Et puis finalement on part d'une envie. On part souvent d'une envie. On a envie, comme par exemple sur Gigantic, on s'est dit tiens, si on faisait Ocean's Eleven, mais version marinette, et au lieu de braquer une banque, on va essayer de braquer un cœur, celui d'Adrien, et puis finalement on part là-dessus. Et du coup, on est parti sur ce délire-là, et puis on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait raconter dans la série qu'on n'a jamais raconté mythologiquement, et si cette fois-ci, Papillon se trompait quand il akumatise, c'est-à-dire qu'il pense qu'il va vraiment akumatiser telle personne, et puis on va montrer que c'est possible de dévier des règles et de la formule de Ladybug, et qu'il peut y avoir des surprises là-dedans. Et ça crée un épisode comme ça qui se crée petit à petit. Et en fait, comme on connaît bien maintenant, depuis quelques années que nous écrivons Ladybug, on connaît bien nos personnages, on sait qui ils sont, ben on les suit. On les suit, on les laisse aller, et des fois en fait ils nous emmènent là où on ne pensait pas aller. Hein. Des fois même ils nous surprennent, on est là, on se dit ah bon, oui, vous voulez aller là, vous êtes sûr et tout, bon bah d'accord, on est là. Ils nous emmènent dans des endroits sombres dont on ne sait plus où sortir. Oui, ils sont incroyables. Mais on passe beaucoup de temps, et dans l'écriture, il y a un troisième point, au-delà du fait que les personnages nous guident et qu'on fait attention à la mythologie, on a Maître Mythologie qui est ici. Le troisième point, c'est on fait très attention à une chose, et ça nous prend en général la matinée, la première matinée. On se dit qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce que mythologiquement on a envie de mettre, et surtout, quelles sont les valeurs, et philosophiquement ce qu'on va faire passer aux enfants et aux grands qui vont regarder cette série. Parce qu'on n'écrit pas Ladybug pour une personne, on écrit aussi pour nous, parce que on se dit qu'il faut que nous, si on regarde la série, on l'aime. C'est notre psychothérapie de groupe. La série parle beaucoup de notre vie, c'est vrai, mais on fait très attention parce qu'on sait, du coup, au début on ne le savait pas, mais on y faisait déjà attention à ce qu'on va raconter. Donc on passe beaucoup de temps à faire attention à ce qu'on dit et à essayer de lutter contre les clichés culturels qu'on pourrait tous avoir en nous. Et par exemple, Thomas, dès le début, nous a dit attention les amis, il faut par exemple faire attention à ne pas dire le contraire dans Ladybug de ce qu'on a envie de dire, nous, en termes de valeurs sur la société. Et donc Ladybug a un vrai message sur la société, sur aussi la répartition des rôles de pouvoir, sur les valeurs que l'on subit dans la société contre lesquelles on se bat. Eh bien, les personnages se battent souvent contre des valeurs dans Ladybug. Et ça, on fait très attention, c'est un peu notre comment dirais-je, notre cheval de bataille. Et là, aujourd'hui, par exemple, on est en train d'écrire la saison 4 de Ladybug, et on sait déjà ce qu'on veut dire jusqu'à la saison 5. On sait déjà ce qu'on va raconter dans le dernier épisode de la saison 5, et donc on fait attention à raconter une histoire au long cours, où on implante des choses que les enfants vont voir se révéler dans certains épisodes, et ils vont voir effectivement aussi des vraies propositions morales, philosophiques sur la vie, qui nous tiennent à cœur et dont on espère qu'elles seront bien accueillies partout dans le monde, parce qu'on se dit souvent, je vais peut-être laisser Thomas dire ça parce qu'il le dit bien, mais sur le fait qu'aujourd'hui on cherche souvent des idéaux, les gens sont en manque ils savent plus trop où aller des fois. Ben, à travers Ladybug, on essaie de dire, mais vous pouvez vous emparer de certains sujets, et en fait ces sujets-là, ça peut devenir le moteur de votre vie aussi. Ça a l'air couillon comme ça, Miraculous, mais en fait, comme en gros c'est un gâteau qui est fait à partir de contes de fées avec un glaçage de super-héros, chaque histoire est vraiment symbolique de quelque chose. Donc il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de symboles, et je pense qu'effectivement, comme dit Sébastien, c'est à la fin de la saison 5 que tout ça prendra son sens, et que les gens comprendront réellement où on voulait en venir. Mais c'est vrai que, en tout cas, l'un des points qui nous guide dans chaque histoire, c'est à chaque fois on essaie de parler de choses qui nous touchent, de problèmes de société,
donc Miraculous est important pour ce qu'elle dit, mais aussi pour ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que il y a des épisodes où on aurait pu tomber dans de la critique de certains problèmes, et en fait, on a choisi de ne pas créer des histoires qui critiquent, on a choisi de montrer des histoires qui sont inspirationnelles. C'est-à-dire qu'on aurait pu parler de la représentation de tel ou tel genre, et en fait on s'est dit non, ce qu'on va plutôt essayer, c'est de faire de créer un monde avec Miraculous qui est le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. On va pas parler de notre monde et de tous les problèmes qu'il y a dedans, on va montrer, ok, ça c'est la réalité, on a déjà bien assez à faire avec ça. On va essayer de créer un monde où on aimerait bien que ça se passe comme ça, et que du coup, effectivement, ce soit quelque chose, quand les gens regardent la série, quelque chose vers lequel ils aient envie de tendre. Voilà, donc plutôt... et voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et je vais juste donner un exemple, hein. Par exemple... du coup, il y a certains types d'histoires qu'on ne se permet pas de raconter, par exemple. On avait fait je vais vous prendre juste un exemple tout bête. Par exemple, si on voulait faire un épisode sur l'écologie, ce serait assez facile de prendre un personnage qui est militant écologiste et qui a envie de sauver tel ou tel truc, et puis en fait, il subit... il y a, je sais pas, le maire de la ville qui l'empêche de construire un parc ou de planter des arbres à un endroit, et du coup, comme il n'est pas content, il devient méchant, ça devient un super vilain, et les Debug sont obligés de se battre contre lui. Voilà, ça, typiquement, c'est le genre d'histoire que moi, perso, je refuse de raconter, parce que, à l'heure actuelle, il y a un tel défi à relever sur l'écologie qu'à aucun moment je ne veux qu'on puisse montrer quelqu'un qui se préoccupe de l'écologie devenir méchant. Ce serait raconter l'exact inverse de mes valeurs. Voilà. Donc, du coup, il y a ce type d'histoire, par exemple. C'est souvent, il y a beaucoup d'autres séries dans lesquelles ça a été raconté. Je pense que ça, c'est le type d'histoire qui n'arrivera pas dans Miraculous. D'ailleurs, c'est pardon, mais pour rebondir sur ce que tu dis, ça n'arrivera pas dans Miraculous. Souvent, on se dit, si on pouvait raconter cette histoire, si on pouvait la prendre telle qu'elle et la mettre dans n'importe quelle autre série dans le monde, eh ben, c'est qu'on n'a pas bien fait notre job. Un épisode de Ladybug, c'est un épisode de Ladybug. Et ça ne pourra pas être repris et mis tel quel dans une autre série. On cherche à offrir aussi aux spectateurs, et on est heureux de voir que la série marche, parce qu'on se dit peut-être que ça fait partie aussi du secret de la réussite, mais qu'on propose aussi un programme très original, où on essaie d'offrir aux gens voilà, la somme de nos réflexions, de nos discussions, de notre vie, de nos émotions, puisque c'est une série sur les émotions, et à travers la forme du conte de fées, effectivement, mélangée à celle du super-héros, on raconte des histoires qui, on espère, sont inspirantes. Même si on prend un sujet classique, on va toujours essayer de se dire oui, mais nous on va pas raconter la même histoire qui a déjà été racontée, on va essayer d'être le plus vrai possible dans ce qu'on a envie de raconter. Je pense à l'épisode qu'on est en train d'écrire sur lequel je parlais par exemple. En se disant non, il y a des choses, ça peut pas être si simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries aussi où des fois quand il y a un problème qui est créé, la solution c'est genre mais il suffit que tu fasses ça et tout est réglé. Et on est là, mais non, on n'a pas envie de dire aux enfants que les problèmes se règlent aussi facilement, on a plutôt envie de leur raconter que, ok, il y a un problème, on l'a vu, et qu'on propose des petites bouées de sauvetage, on propose nous, ce qu'on pense être vraiment vrai pour gérer cette situation-là. Même si, du coup, à la fin, c'est pas le happy end d'arriver en 25 minutes, parce que des fois, la vie, c'est plus compliqué. Oui, c'est pour ça que ça continue, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'épisodes. C'est pour ça qu'on peut en écrire plein, du coup, c'est pour ça. En fait, c'est... Et en fait, la série doit ressembler peut-être de l'extérieur au débat, des fois, qu'on a entre nous. C'est-à-dire que les personnages ont chacun des points de vue qui sont les points de vue de chacun d'entre nous, et du coup cet échange intellectuel qu'il y a dans notre salle d'écriture, on le retrouve sûrement à travers les histoires et les rapports entre les personnages entre eux, et du coup la complexité humaine, on est tous très différents, on n'a pas les mêmes costumes, c'est cette différence, ce mélange-là qui à un moment donné doit se retrouver à l'écran, et la série doit ressembler à ce mélange-là qui est le mélange de notre monde, et on fait attention quand on écrit. On dit, tiens, pensons à nos amis qui regardent la série au Brésil, tiens, pensons à ceux qui sont en Italie, tiens, pensons à ceux qui sont en Espagne, et on essaye effectivement que tout le monde se retrouve dans Ladybug, et tiens, et si j'ai pas les mêmes intérêts émotionnels ou amoureux que mon camarade, et ben c'est pas grave, et ben ça existe aussi, c'est dans le monde, c'est normal, ça fait partie de la société, et Ladybug va proposer un monde qui est un autre monde. Voilà, on a envie que Ladybug soit ce monde-là, et c'est le monde qu'on a envie de voir, ouais, carrément.
Non mais c'est une série qui est faite très sérieusement avec beaucoup de bêtises. Je trouve que ça se voit à l'écran en fait. C'est-à-dire qu'en effet, c'est fait avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'amour, et à l'écran tu vois en effet des bonhommes à la tête de cassette vidéo. J'essaye de pas spoiler, donc c'est hyper dur de trouver un perso qu'on n'aurait pas fait qui serait aussi ridicule que ceux qu'on a déjà. Non mais t'as raison, c'est un truc qui est très important, et c'est qu'on écrit des histoires avec beaucoup de sérieux, c'est vrai. Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'au début, tu te souviens, quand les gens lisaient nos scénarios, ils disaient oh là là mais là ça va être sérieux et tout machin, et en fait il aura fallu vraiment voir la série naître au bout d'un moment, et ça c'était surtout Thomas qui a mis cette transcendance du texte avec beaucoup de comédie, beaucoup d'humour et beaucoup d'amour entre les personnages. Dans l'animation c'est très... des fois il a ce don, il reprend juste une scène comme ça en animatique, il va faire deux petites expressions et tout d'un coup il y a une espèce de magie, de vie, d'émotion qui naît. Alors que sur le papier, malheureusement sur le papier nous on n'a peut-être pas assez de talent, on n'est peut-être pas assez drôle, mais dès que c'est dans l'animatique c'est magnifique quoi. L'animatique Ce qui a été dit c'est que le scénario était si bien écrit qu'on croyait que la série était beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'était vraiment. Ouais, c'est ça qui a été. Mais il y a une vraie différence entre ce que vous écrivez et ce qui est ensuite à l'image qui est vraiment une transcendance de... Tu passes c'est parce qu'il n'y a pas la couche de... Tu passes de Zola au Little si tu veux, forcément ça secoue un peu. Parce que j'étais pas sur la saison 1. Moi j'ai découvert la série à la télévision comme tout le monde. Je les connaissais pas tous d'ailleurs, je connaissais Seb en fait. Et j'ai envoyé un mail en disant ouah la série est trop bien, parce que moi en tout cas ce qui m'a attiré vers cette série c'est que sous en effet cette peau de trucs super joyeux, super vibrants, super colorés, on pressentait une espèce de rivière souterraine de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que ça. Et à mon avis, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, en tout cas les enfants, c'est qu'il y a une part de mystère, il y a une part de non-dit qui fait qu'on a toujours envie de se dire peut-être que si je regarde encore un épisode, là je vais avoir une information supplémentaire. En fait, on pressentait en fait le gâteau qu'il y avait sous le glaçage. Enfin, moi en tout cas, je le pressentais. Et je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Thomas et que tu m'as dit oui, et puis j'ai fait oh, j'avais raison, il y a plein de trucs, il y a plein de mystères. Mais t'as vu comme je suis pas. Et je pense que c'est au-delà du succès, tout simplement que les personnages sont adorables et ultra attachants, et qu'il y a quelque chose de très brillant et très coloré, on a envie d'y retourner, on a envie d'habiter avec eux, d'être marionnettes, d'aller manger des croissants à sa boulangerie. Je pense qu'en effet, il y a une espèce de pressentiment aussi qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a une espèce de dimension supplémentaire, qu'il y a un monde caché qui fait qu'on a envie d'y revenir, on se dit ah, un monde souterrain. J'aimerais bien les prendre. Et on y retourne tous les jeudis, nous. Un monde souterrain où nous accédons tous les jeudis. Et puis Mélanie est arrivée sur la série et c'est devenu un succès mondial. Voilà, je pense que le vrai facteur, c'est le moment où je suis arrivée. Ah oui, ça me semble. C'est le pivot de tout. D'un seul coup, les audiences ont fait quoi. Les épisodes ne sont pas toujours diffusés, mais c'est un facteur magique. C'est voilà. Donc voilà, interview fort sympathique avec Monsieur Astruc et l'équipe de production. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe n'était pas annoncée en fait. En fait, il y avait que Monsieur Astruc qui était annoncé. Même nous, on est un peu... donc c'est pour ça que vous voyez un peu, des fois, l'interview, elle est un peu bizarre. Parce que nous aussi, on s'est retrouvés un petit peu en galère. On n'était pas prêts du tout, hein, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'était un chouette moment. Et puis, je suis encore content de cette Japan Expo. Hein, franchement, moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour l'an prochain. Parce que c'est apparemment la 20e édition la prochaine année. Donc, ça risque d'être fort sympathique, encore une fois. En tout cas, donc là, on va revenir en septembre avec une émission qu'on tournera au Comics Game 2, une convention qui est à Sorgues, donc pas loin d'Avignon. Et pourquoi on sera là-bas ? Tout simplement parce qu'il y aura des invités de Tokusatsu, des vrais cette fois-ci. Il y aura Monsieur Seiko Seno, donc l'acteur de Metal Dare, et Monsieur Hiroshi Tokoro, donc l'acteur qui jouait Jiban, donc deux Metal Hero, rien que ça, d'un coup. En France. C'est pas mal. Et il y aura également d'autres invités, notamment Alexis Talon, donc qui est un illustrateur qu'on présente plus, qui a d'ailleurs signé l'affiche du Comics Game. Il y aura Michel Barouille, donc encore une fois notre grand ami Michel Barouille. Il y aura Monsieur Garcin aussi, qui est un illustrateur, qui est fan de Tokusatsu, qui est fan de comics. Enfin, il y aura vraiment des chouettes invités. Ça risque d'être très fun, très bon enfant. Nous, on y sera. Donc en tout cas, voilà, si vous y êtes, n'hésitez pas à venir nous voir, et puis même surtout à venir voir les acteurs, c'est très important. Et puis en tout cas, on vous dit à une prochaine, et en tout cas, prenez soin de vous et transmutez-vous. She's all
she's around. She picks me up when I am down. Oh no, you'll never know. My love can only grow. And when I see her smile, that's when she becomes miraculous, simply the best, up to the test when things go wrong. miraculous.